Non. Ce soir, on est sur évasion fiscale, triche fiscale, bref, on est sur la destruction du pacte social par le fait de tricher vis-à-vis des impôts. Bien. Mais si vous êtes sur des thèmes, vous pouvez aussi, pas dès le début, mais en cours de route, vous pouvez parfaitement aller sur un autre sujet parce que c'est dans l'actualité, parce que vous voulez en parler, etc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, nous sommes réunis ici ce soir pour parler de nos chères finances publiques. Nous sommes très attachés aux finances publiques depuis 1789. Les bases de la justice fiscale et de la justice sociale ont été posées par les articles 13, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 13 fonde les ressources publiques en indiquant qui paie. Tous payent, chacun en raison de ses facultés. L'article 14 précise que ce sont les citoyens qui décident de l'utilisation des ressources publiques. Et l'article 15 fonde leur droit à vérifier la destination des ressources publiques destination qu'ils ont décidées en commun et de leur utilisation. Actuellement, on entend beaucoup parler du ras-le-bol fiscal. Il est vrai que les plus fortunés, les riches, ont toujours eu un sentiment profond, très fort, de ras-le-bol fiscal. Ils ne veulent pas payer. Les ressources publiques sont la base de la cohésion sociale. Les ressources publiques sont la base de toute vie en société. Et le système social français a fait le choix d'avoir des ressources fiscales d'un montant élevé, d'une redistribution qui permet la cohésion sociale et la réduction des inégalités. On l'a vu dès la première loi de finances de ce gouvernement qui a supprimé l'imposition de solidarité sur la fortune. On en revient au ras-le-bol fiscal des riches, des fortunés, quand le reste de la population est animé d'un sentiment d'injustice fiscale et d'injustice sociale. Il ne faut pas confondre. On nous a martelé pendant des années que l'imposition de solidarité sur la fortune rapportait peu, laissant supposer que les riches n'étaient pas aussi riches que notre idée préconçue le supposait. Et c'était des sacrifices importants pour nous, le chantage à l'économie, l'évasion fiscale, les évadés fiscaux. Donc on nous a fait la leçon pendant une décennie, pendant une ou deux décennies, pour nous expliquer que les riches, si on les imposait trop, quitteraient le pays, nous privant ainsi de ressources importantes, contredisant d'ailleurs le fait que la position de solidarité sur la fortune rapportait plus. Sans se poser la question, est-ce que ce n'était pas le taux de prélèvement qui était trop bas? Donc on a vu que les riches n'étaient pas assez riches pour verser l'imposition de solidarité sur la fortune. Or, depuis la crise de 2008, si effectivement, enfin 2007 aux États-Unis, si effectivement on a pu voir entre 2007 et 2008 le nombre des multimilliardaires stagner, c'était déjà suffisamment riches, et leur fortune stagner également, depuis 2008, leurs profits n'ont cessé d'augmenter, et leur nombre également. Et là, on a quelques éléments qui nous sont fournis par des organisations
internationales comme Attac ou Oxfam, ainsi que l'Observatoire des inégalités, où l'on voit que la fortune des milliardaires en 2008 a augmenté dans le monde de 2,5 milliards de dollars par jour. Et leur fortune globale s'élève à 900 milliards de dollars supplémentaires pour 2008, uniquement l'année 2008. 2018, pardon. Pendant la même période, on voit que la France compte désormais 9 millions de pauvres et 17% des Européens vivent sous le seuil de pauvreté. On verra d'ailleurs dans le débat que l'organisation de l'Union européenne permet l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, et que dans l'ensemble des pays européens, c'est la précarité, la pauvreté qui s'installe pour une immense partie de la population. On sait d'ailleurs que le niveau de prélèvement important et la répartition des richesses qui est encore assez élevée en France permet de contenir l'extrême pauvreté en France. Par exemple, en Roumanie, on a un taux de pauvreté à 25%, en France, il est à 13%. Et on remarque, parce que il y a également tout un matraquage, une propagande qui nous est faite sur les prélèvements obligatoires. Pour des mouvements comme la France Insoumise, qui est attachée aux services publics et qui pense que les services publics et la redistribution des richesses font partie de la cohésion sociale et d'un vivre ensemble que nous souhaitons. L'ensemble des pays européens qui ont un taux de prélèvement élevé sont parmi les pays qui connaissent un taux de pauvreté le plus bas. On nous martèle que la France serait la championne du monde des prélèvements obligatoires. C'est faux. La Suède, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas ont un taux de prélèvement obligatoire supérieur à la France. La France c'est 46% environ, l'Italie c'est 43%, la Suède c'est 48%, le Danemark, c'est le Danemark je pense qui a un taux de prélèvement le plus important. Et donc on voit que les pays qui ont un taux de ressources publiques, donc de prélèvements obligatoires, contiennent mieux et davantage la pauvreté et l'extrême pauvreté. Ce qui fait la différence entre les pays qui ont un taux de prélèvement obligatoire élevé et ceux qui ont un taux de prélèvement obligatoire moins élevé, c'est que la France a fait le choix de la sécurité sociale. La sécurité sociale qui va nous permettre d'être soignés, qui va payer les retraites, qui payer les cotisations chômage. Alors que si on compare bien évidemment avec l'Angleterre, qui a un taux de prélèvement obligatoire de 35%, on oublie de nous dire que d'autres prélèvements, que les populations sont obligées de cotiser à des fonds privés, des assurances privées. Et en fait, on a quand même des chiffres, par exemple, aux États-Unis, où il n'y a pas la sécurité sociale, les dépenses de santé, alors que les Américains sont beaucoup moins bien couverts que les Français. Les dépenses de santé aux États-Unis représentent 17% du PIB états-unien. En France, les dépenses de santé représentent 11% seulement de notre PIB. Donc ce qu'on nous assène la plupart du temps, c'est que les prélèvements obligatoires nuisent à la compétitivité, nuisent à l'économie, et on oublie bien évidemment de dire que les coûts de santé, les coûts d'éducation sont beaucoup plus importants dans les pays qui n'ont pas ce taux de ressources publiques, qui ne sont pas des prélèvements obligatoires, ce sont des ressources publiques. Elles servent à la population, elles servent à la cohésion sociale et à la redistribution des richesses.
Je voudrais insister sur quelque chose que certains d'entre vous ont déjà présentement, une façon de lire la situation politique, idéologique, économique que nous sommes en train de traverser. Il y en a parmi vous qui ont déjà entendu dérouler cette analyse. Je pense que là aussi, elle fonctionne pour comprendre ce qui est en train de se passer en termes d'évasion fiscale, compression des impôts, des prélèvements obligatoires des riches, et en même temps augmentation des prélèvements obligatoires des classes populaires et des classes moyennes, tout en dégradant les services publics, les protections sociales, etc. Qu'est-ce qui se passe comme combat fondamental? Si on ne s'en tient pas aux symptômes, mais à la dynamique qu'on est en train de subir ou dans laquelle nous sommes en train de nous battre, pour les plus militants d'entre nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer est un choc de titans entre le capitalisme et le socialisme. C'est ça qui est en train de se passer. Il faut savoir identifier les choses. Et ceux qui disent, il y a des gens très intelligents qui disent ça, mais je ne suis pas d'accord avec eux, qui disent, oui d'accord, mais on a ajouté quand même la question de l'écologie. Ce n'est pas vrai. Le problème de la surexploitation des terres et de la rapacité sur les ressources de la nature est déjà présent dans les écrits de Marx. Donc non, ce n'est pas un point nouveau. Ce n'est pas vrai. Et donc, cette confrontation entre capitalisme et socialisme, c'est quoi? C'est que le socialisme, quelque part, est au sens fort, pas au sens PS, d'accord? Je ne prends même pas la peine de développer ce point. Le socialisme, quelque part, est un enfant du capitalisme. Un enfant rebelle, et c'est un enfant du capitalisme, si vous regardez bien. Il est la réponse à l'abomination du capitalisme sous sa forme la plus pure. Le capitalisme, c'est l'économie, dans toute le rapport de force de l'économie de marché, dans toute sa sauvagerie. Le capitalisme sans aucune réglementation, le capitalisme quand il est purement dans sa quintessence, c'est-à-dire le profit à tout prix, c'est le saccage de la planète entière pour pouvoir faire davantage de marchandises et de services qui vont pouvoir satisfaire une demande, quitte à fabriquer cette demande en faisant de la propagande massive sur le cerveau des gens, ça s'appelle la publicité. Le capitalisme sans régulation, sans réglementation, sans rien, ça va nous travailler les enfants. Pas que les années, de travailler les enfants aujourd'hui, on est d'accord. Bon. Et ça donne aussi le fait que si tu n'as pas les moyens de satisfaire un besoin, je veux dire un besoin, pas une envie, un besoin, et ton besoin ne sera pas satisfait. Et donc, dans les grandes causes de mortalité au sud de l'Équateur, il y a le paludisme, qui est pourtant soignable. Il y a, pardon de dire, dans les 3-4 grandes causes de décès des centaines de milliers de gens tous les ans. Aujourd'hui, il y a la dysenterie. Vous voyez? Parce que c'est pas là que c'est rentable de vendre des médicaments qui permettent, dans notre cas, dans les pays riches, de gérer ça. En fait, c'est quoi ça? C'est une heure embarrassante et trop cachée. Et bien au sud de l'Équateur, c'est une grande cause de mortalité. Voilà, donc ceux qui vous disent qu'il y a un problème de santé qui fait beaucoup de morts dans les pays du Sud, non, il y a un problème de pauvreté et donc de répartition des richesses. Parce que le capitalisme n'est pas capable de satisfaire les besoins de tout le monde. Il est capable de satisfaire vos envies, si vous en avez les moyens. Il n'est pas capable de satisfaire les besoins de tout le monde, il ne sait pas faire. Et donc, contre le capitalisme, il y a eu 2 efforts du côté socialiste. Et ces efforts, c'est la réglementation, donc de limiter de plus en plus le capitalisme dans des règles, par exemple, la réglementation de la durée du travail, par exemple, la réglementation du tu ne dois pas maltraiter les gens qui travaillent à ce point-là, etc., etc. Et bien sûr, il y a aussi le fait de sortir de cette économie de marché un maximum de choses qui vont devenir non plus une économie de marché, mais une économie socialisée. Et donc, et j'insisterai jamais assez là-dessus, les services publics et la sécurité sociale et tout ce qui est socialisé, non, ce n'est pas des trucs bien et des trucs sympas qu'on fait en prenant du pognon sur l'économie
la semaine d'après, qui est l'économie de marché. Non, c'est un autre modèle économique qui cohabite avec l'économie de marché. Enfin, qui cohabite. Ça ne se passe pas de manière sympathique, cette cohabitation. C'est un affrontement. Et donc, il y a eu diverses combinaisons qui ont été tentées. Il y en a qui sont allés très très loin, ou qui vont actuellement très très loin dans l'autocapitalisme, l'auto-économie de marché. Et c'est la dynamique actuelle en France et quasiment sur toute la planète. Il y a aussi des pays qui sont allés très 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 loin dans l'économie socialisée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça. Et puis il y a des pays scandinaves et cités tout à l'heure, qui ont presque une religion d'économie mixte, c'est-à-dire d'arriver à maintenir de manière à peu près stable la coexistence à peu près pacifique de l'économie de marché et de l'économie socialisée. Bon. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas un hasard si, dans les pays où l'économie de marché la plus brutale est en place, soudain, les réglementations et l'économie socialisée deviennent beaucoup plus fortes. Et ça coïncide avec la période où vous avez tout un pan de la planète qui est passé complètement dans l'économie socialisée, qui est donc un modèle concurrent, avec une vraie crainte qu'une partie de plus en plus importante de la population veuille passer complètement dans ce modèle-là. Il y avait cet effet de concurrence, évidemment. Sauf qu'avec ces points, il vous aura pas échappé que maintenant que ce modèle alternatif, avec toutes ces tares, je ne le conteste pas, ce soit cassé la gueule, vous voyez bien que maintenant, pour le retour en force de l'économie de marché la plus totale et la plus ensauvagée, là c'est open bar. Depuis une trentaine d'années maintenant, bientôt une trentaine d'années. Et ça coïncide avec le fait que le modèle en face, l'Union soviétique qui se casse la gueule, la Chine qui se convertit à l'économie de marché, enfin, au capitalisme d'État, pour être tout à fait précis. Bon, au moment où ça, il y en a une des grandes puissances de notre modèle qui se casse la gueule et l'autre qui se convertit au capitalisme d'État, et bien qu'est-ce que vous avez? Open bar sur le fait de défoncer, de marchandiser, de fermer, de privatiser, de défigurer, je pense à l'hôpital, tout ce qui peut ressembler à des services publics ou à des régulations. Et donc, pour moi, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer si on n'a pas en tête en permanence ce champ d'équipement entre l'économie de marché et l'économie socialisée. C'est vraiment le premier truc sur lequel je tenais à insister. Et le fait donc d'avoir d'un côté un système qui permet aux plus riches de se soustraire à l'impôt, et de l'autre d'avoir un effondrement de la qualité du service public, le service de l'ordre public, on parle bien en fait d'un processus cohérent de démantèlement de l'économie socialisée. En vous expliquant d'ailleurs que ça tombe bien, puisque l'économie de marché est toujours préférable. Pour ceux qui ont la moyen de se la payer, je suis tout à fait d'accord. Mais pour les autres. Vous voyez? Et donc, pour moi, il y a une articulation vraiment indispensable qui est de comprendre son sens. Je ne sais pas si nous allons parler spécifiquement de la sécurité sociale, mais il me semble que ce que, à l'instant modèle, à l'instant modèle, etc., ça rembourse à 90%. 100%. On va voir encore mieux 100%. Donc, 12 sortes de cotisations pour pouvoir rembourser cette population en France. 100%, la meilleure, c'est vraiment 70%. Quelqu'un a la réponse? Je sais pas, est-ce que quelqu'un sait comment il finance ça? En fait, c'est la caisse de sécurité sociale régionale, nationale, qui paye la mutuelle. En fait, les mutuelles ont un effet de fonctionnement très élevé, pas assez, et surtout des frais de publicité, qui sont les gens de 6 à 7%. Et la mutuelle, la sécurité sociale, donc la DSL, paye les mutuelles, et ça revient beaucoup moins cher. En fait, les frais de fonctionnement de la Sécu, c'est 4%. Et donc, quand je dis 6% pour les mutuelles, c'est un minimum, parce qu'il y en a beaucoup, il y a une opacité sur le fonctionnement des mutuelles qui font qu'il y a une collusion avec le PS, entre autres, c'est certains partis politiques, il y a des choses de cet ordre-là, et on est dans une économie, soi-disant, de marché, pour laquelle il faut respecter la concurrence sur les partis, ces mutuelles existent maintenant, il y a de moins en moins de mutuelles qui sont vraiment des mutuelles, c'est souvent des organisations
assurances plutôt sont lucratives. Donc, on a perdu cet aspect de mutualité mutuelle, et on est quand même maintenant, on peut dire, on voit qu'on est de plus en plus sur un credo qui est de notre système actuel, de notre gouvernement actuel, qui est de toujours préférer confier à des acteurs privés la gestion des biens, en pensant que les privés s'occupent des biens. Et tout ça, ça aboutit à des frais énormes, parce qu'il faut traiter les accueils de soins et tous ces remboursements avec deux systèmes différents, c'est beaucoup plus cher. Alors qu'en Alsace modèle, je pense que c'est rassemblé sous la seule. C'est plus simple. Il y a des tas d'économies à faire, mais on est pris dans l'histoire avec ces mutuelles qui sont présentes. On ne peut pas que le gouvernement aurait des difficultés monstrueuses à mettre dehors. La Sécu, on demanderait volontiers que le système d'Alsace modèle s'étende à la France entière. Et je pense que c'est un gros problème, et je pense qu'avec au niveau de la législation, je ne sais pas comment ça se passe, il y a à respecter certains droits de concurrence qui ont été mis en place par le droit. C'est assez complexe pour revenir là-dessus. Donc c'est ça que la sécurité sociale a fait une grande partie pour faire un accord avec les mutuelles et bosse directement avec les mutuelles, c'est ça? Avec une partie d'argent C'est ça qui se passe. En fait, la décomptabilité, il y a des difficultés monstrueuses pour faire des images des comptes, ce qui est réglé par la Sécu pour les mutuelles. Et face après, il y a des accords qui sont il y a 600 mutuelles, c'est une complexité énorme. Tandis qu'en fait, ça se modèle, c'est plus simple. Et surtout, les frais de fonctionnement sont bas pour les sorties du C'est là en fait, en Alsace, il y a beaucoup moins de services publics pour gérer la sécurité sociale, donc c'est aussi une paradoxe. Il y a beaucoup moins de fonctionnaires qui la gèrent, il n'y a plus que une caisse de l'URSSAF et de la CIPRN. C'est tout, il n'y a pas d'autres caisses, il n'y a pas d'autres organismes publics. Et 90% des chômeurs bénéficient gratuitement des reversements de la Sécu, c'est gratos pour eux. Voilà. Donc il y a plein d'intérêts, mais il y a aussi moins de fonctionnariat. Le fonctionnaire, c'est pas géré. Et en général, tout ce qui est mutualiste, coopératif, est-ce qu'on peut aborder ou avoir l'avis de nos présentateurs sur l'économie sociale et solidaire, la fameuse ESS? Elle me semble complexe, cette économie-là. Dedans, on retrouve les expérimentations associatives intéressantes, mais on retrouve aussi des groupes coopératifs importants, des mutuelles importantes, avec les travers qui sont cités par mon voisin d'en face. Alors, je vais répondre en mon temps, puisque là, c'est notre ami qui s'est décidé. Je reprends, alors là, je reprends dans le de référendum qui aurait une position, qui se prononcerait sur qu'est-ce que la France insoumise pense en soi de l'économie sociale. Donc je réponds simplement à mon avis. Je le précise, comme ça, il n'y a pas de bon. Je commençais déjà par distinguer deux choses qu'on a tendance à mélanger quand on parle d'économie sociale et solidaire, qui sont l'activité dans le secteur réglementé, légiféré, etc., l'économie sociale et solidaire, qui est une activité dans laquelle il y a des gens qui sont salariés, qui sont généralement dans des coopératives ou différentes variantes de coopératives, et qui ont un objet qui est à la fois de réussir à être à l'équilibre financier et d'être quand même dans une finalité de l'intérêt général, etc. Et puis il y a le bénévolat. Sachant que ces deux mondes se croisent, puisqu'il n'est pas rare d'avoir des coopératives d'économie sociale et solidaire dans lesquelles il y a aussi en complément un peu de participants qui sont des bénévoles. C'est quelque chose qui existe. Et puis, la frontière n'est pas toujours évidente entre ce qui est l'économie sociale et solidaire et ce qui est une association de reconnaissance avec des salariés qui touchent des subventions. Bon. Et donc, moi, simplement, là-dessus, j'ai plusieurs remarques. La première, je suis, par mes valeurs profondes, je suis contre le bénévolat. Dit comme ça, si j'explique pas, ça peut être choquant. Désolé pour la brutalité de l'histoire, mais je dis juste, il est, en fait,
grilles de salaire. Et quand on commence, parce qu'on fait quelque chose de bien, à considérer que c'est normal de ne pas être payé, vous êtes en train de me dire implicitement que la seule chose qui mérite d'être un vrai travail, c'est faire de la merde pour l'hôpital. Quand vous faites un truc bien, c'est normal de ne pas être payé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc je dis, moi, c'est pas ce que font les bénévoles qui me posent problème. Vous voyez, des bénévoles qui sont chez Emmaüs, des bénévoles qui sont à Restos du Cœur, des bénévoles qui vous en citez plein. Bon, exemple comme ça. J'ai aucun problème, au contraire, avec ce qu'ils font. J'ai un problème quand ils ne sont pas payés. En tant que salarié, j'insiste là-dessus. Bien, premier point. J'ai un problème aussi avec l'accumulation des contrats de sous-traitants précaires. Quand on est dans du social et solidaire, dans de l'associatif, etc., et que, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, on va recruter quelqu'un qui va être en auto-entrepreneur, prestataire, c'est-à-dire ouvrier lié à la tâche, j'ai un problème comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est une remarque. Deuxième remarque, l'économie sociale et solidaire, je constate qu'elle est quantitativement, en poids économique, en France aujourd'hui, elle est marginale. Donc, en tant que projet alternatif à l'économie de marché, c'est un PE, pardon, je simplifie. Je constate que c'est un échec. Et donc, je pense, et ça vient chez moi, c'est pas mon argument comme ça, j'insiste là-dessus, je pense qu'on gagnerait soit à relancer par l'augmentation des salaires bruts et donc l'augmentation des cotisations sur les salaires, qu'on gagnerait à relancer le développement de l'économie socialisée, vous voyez, c'est-à-dire des choses comme les hôpitaux, parce qu'on peut le faire dans d'autres choses, hein, on en parlera si vous voulez une fois, mais on peut aussi développer un nouveau secteur agricole qui sera un service public de l'alimentation et qui ne dépendrait pas de l'agro-business. Et pour ça, il y aurait une part de salariés qui serait une cotisation alimentaire qui sert à payer ça. Hein. Sauf que ça veut dire qu'il y a des emplois, ça veut dire qu'il y a des emplois, et donc c'est pas des bénévoles, c'est des gens qui sont payés. Et qu'est-ce qui nous empêche dans son droit de les organiser systématiquement en coopérative? Et je passe j'ajoute un point. Pourquoi le service public qu'on a déjà ne serait pas systématiquement organisé en coopérative? Pour qu'à ce vote, pourquoi le service public et l'administration dans ce pays, c'est une organisation militaire? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouverais simple que l'organisation normale de notre poste soit la coopérative. C'est du public, et c'est organisé comme une coopérative. Voilà, je trouve que c'est ça aussi. Et donc, ma réponse globale, par rapport à la question de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est un modèle qui doit être poussé beaucoup plus loin. Mais pour ça, je pense que les deux premières étapes, c'est relancer l'économie socialisée en étendant à un nouveau domaine de reculer, et convertir à l'organisation coopérative le service public et les entreprises publiques qu'on a déjà. Mais on est bien d'accord, je vous ai dit ça dès le départ, je dois juste mon avis. Voilà. Je voudrais juste, excusez-moi, pour revenir un peu dans notre sujet quand même, qui est l'évasion fiscale. Je voudrais quand même vous donner quelques points sur la gravité du problème, qu'on ne mesure pas toujours. Je ne vais pas loin, mais je vais être précis. Il y a aujourd'hui 7 600 milliards de dollars qui sont détenus par les gens sur des comptes bancaires dans des soi-disant paradis fiscaux. Si on mesure en 2012, les grandes firmes basées aux États-Unis, à elles seules, sans compter les grandes firmes, elles ont transféré entre 500 et 700 milliards de dollars de bénéfices directement dans les paradis fiscaux. On est d'accord, hein, à la gauche, la richesse produite par toute la France pendant toute une année, on est d'accord, hein, c'est grosso modo 2 milliards d'euros. Hein. Je vous donne ça comme ordre de grandeur par rapport aux chiffres que je viens de vous donner. Pour que vous mesuriez, hein, je disais, pour que vous ayez un ordre de grandeur, parce que quand on balance des milliards à la tête des gens, comment vous voulez qu'on se repère? Et donc, je leur fais, le PIB de la France, c'est-à-dire la richesse produite pendant toute l'année par la France,
de chiffres sur les bénéfices de la PIB. Oui, mais je comprends le PIB, je sais bien. Donc, la richesse produite par la France en moyenne entière, au total, c'est en gros 2000 milliards d'euros. Le volume détenu par des gens sur les comptes bancaires dans des paradis fiscaux, à l'heure actuelle, enfin, c'est mesuré il y a quelques années, mais quand même, 7600 milliards de dollars. Sachant qu'on est à peu près à 1 euro pour un dollar, à une vache près. Et mesurant en 2012, les grandes firmes basées aux États-Unis, donc seulement aux États-Unis, ont transféré, rien qu'en 2012, 500 à 700 milliards de dollars de bénéfices pour des paradis fiscaux. Donc oui, on a un problème. Je fais une parenthèse pour vous faire remarquer qu'il y a une bataille du vocabulaire à laquelle on ne fait pas assez gaffe. On accepte de parler d'évasion fiscale, alors que payer des impôts, c'est pas une prison, c'est un devoir civique. Hein? Donc on devrait parler de désertion fiscale. Les évadés fiscaux, on ne devrait pas les appeler des évadés fiscaux, c'est pas cette série dont j'ai oublié le nom il y a quelques années, où il y a des mecs qui arrivent à s'évader de prison, j'ai oublié Prison Break. Je vous parle d'un truc, c'était il y a quelques années, mais bon. On devrait s'appeler des déserteurs fiscaux, vous avez. Et un paradis fiscal, vu que ça aspire tout ce qui est autour, on devrait plutôt appeler ça un trou noir fiscal, si on est rigolo. Mais apparemment, on a laissé faire cette façon de le dire, qui est une façon de le dire du point de vue d'un riche. Du point de vue d'un riche, qui donc a priori trouve qu'il paye beaucoup trop d'impôts, je ne dis pas que j'approuve, mais je le comprends vu de sa fenêtre. Eh bien, lui, il va parler de l'évasion fiscale, effectivement. En 2014, le déficit public de tous les pays de l'Union européenne, c'est 550 milliards de dollars. D'accord ? Déficit, hein, pas la dette, déficit. Et pendant ce temps-là, la désertion fiscale a fait sortir des mêmes pays plus de 1100 milliards de dollars de profit, ce qui sinon aurait été imposable. Vous voyez où je veux en venir. Si on récupère tout le pognon qui part dans l'évasion fiscale, en fait, il n'y a plus de déficit. Et comme dans notre budget, il y a déjà tous les ans un gros morceau qui est payé les bouts de dette qui arrivent à échéance cette année, comme votre dette n'augmente plus, puisque vous avez plus de déficit tous les ans, vous allez voir votre dette qui va baisser. Et donc, en une quinzaine d'années, vous n'avez plus de dette du tout, simplement parce que vous avez récupéré tout le pognon de l'évasion fiscale. En une quinzaine d'années. On est bon, sans fiscalité, sans soigner les hôpitaux, sans faire chier les fonctionnaires, etc. Je pense que c'est une piste intéressante à creuser. Que fait le gouvernement actuel? Il taille dans les postes de fonctionnaires en général et Bercy en particulier. Alors, juste une question qui vient liée comme ça, de la loi Pacte. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la dernière loi à personne qui passe au Parlement à 6 heures du matin, je crois, avec l'emblème qui nous a fait hurler sur l'aéroport de Paris, mais il y avait bien d'autres dossiers, notamment sur tout ce qui était la financière contre les entreprises, contre notamment par du commissaire en compte. Les seuls ont été bien relevés, et nous avons le commissaire en compte, des gens comme ça, qui ne sont pas que des affairistes, qui sont un peu sérieux, qui savent quelle est l'importance de leur métier, qui aussi commencent à accueillir un petit peu s'alarmer de comment on produit les entreprises, et quelle sera la véracité, et quelle sera la délinquance financière qui va en résulter, et puis évidemment, la délinquance fiscale, évidemment, parce que les comptes qualifiés, moi j'ai exercé mon métier pendant 15 ans, j'ai quitté ce milieu-là parce que ça m'intéressait plus, mais je sais comment, voilà, nous avons aussi l'organisation fiscale, comment on contrôle les comptes, comment on peut donc un cours d'extra comptable, un commissaire en compte, un cours médial et l'entreprise, et voilà, on a les tricheurs, les voleurs et les contrôleurs, on les compte tous la même formation, les mêmes recettes. Voilà, les choses sont dites. Donc, est-ce que vous avez, monsieur d'autres personnes, des informations plus précises sur ce qui est réellement la loi acte.
Donc on parle d'évasion fiscale, mais aujourd'hui, il y a de moins en moins besoin de s'évader. Les lois, elles favorisent les gens très riches. Alors tous les gens riches ne s'évadent pas, mais il y a des gens riches qui jouent le jeu quand même, pas beaucoup. Quoi. Il y a aussi je pense, dans la France insoumise, on a un problème de rhétorique. Si on veut séduire les foules, il faut qu'on fasse attention à notre rhétorique, à notre vocabulaire. Quand on dit les riches, c'est des évadés, on a l'impression que c'est tous les riches. Et du coup, on a un coup à jouer quand même. Il y a des riches qui sont intéressés par notre discours. Il y a des gens de droite qui sont intéressés par le discours aussi des insoumis. J'en découvre. Et ce qui les freine souvent, c'est la rhétorique. C'est que la rhétorique. C'est dommage. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements favorisent l'évasion fiscale, mais légale. Moi j'ai une question parce que j'ai du mal à comprendre certaines choses. On parle d'évasion fiscale. Ok, cet argent, il va où? Il sert à quoi après? Parce que si c'est pour le mettre dans des banques, qu'est-ce qu'ils en font cet argent? Qu'est-ce que ça devient? Comment ça fructifie ou ça fructifie pas? Pour moi, c'est un problème. Juste un petit point pour préciser votre propos au départ. Marx effectivement a parlé effectivement de l'écologie déjà et du bien-être animal. Condorcet avant lui, c'est pas nouveau, hein, dans ce tableau sur les esquisses du progrès humain, Condorcet effectivement parle déjà du respect de la nature, met en garde sur sa destruction et parle du bien-être animal. Il n'a pas seulement embrassé la cause des femmes, il a aussi parlé justement de cette vision historique et comprendre effectivement que l'espèce humaine, cette espèce prédatrice, n'avait vraiment ni foi ni voix, si elle était gouvernée par ses instincts. Donc, juste sur la fraude fiscale, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes qu'il faudrait mettre en place. C'est la taxe Tobin, une taxe Tobin élargie, une taxe sur les transactions commerciales, qu'on se refuse à mettre en place au prétexte que oui, il faut attendre que tout le monde le fasse pour le faire, parce que sinon on va faire fuir, etc. Ce qui est évidemment entièrement faux. Et si on taxait de 1% toutes les transactions, c'est-à-dire 0,5% celui qui achète ou qui reçoit, et 0,5% celui qui vend ou dépense, on créerait plus de 4 millions de SMIC par mois, hein, plus de 8 milliards. Donc on supprime le chômage. C'est clair. Et on supprime le chômage, on sait très bien ce que ça entraîne, le chômage. La disciplinarité, enfin bref, tous les mots, la maladie, la misère, les SDF, etc. Donc, la destruction des liens sociaux. Donc, si on mettait ça, on peut le mettre en place, et c'est pas le capitaliste qui va le mettre en place, puisqu'il y a un emploi, pour 10 chômeurs. Donc, même si, de leur point de vue, on faisait plein d'emploi, ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils n'ont pas les emplois nécessaires. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, mettre en place cette taxe. Et pour ça, évidemment, ça signifierait que pour les plus pauvres, paieraient 0,5%. Mais pour cela, il suffit de le compenser par une augmentation des salaires de 0,5% et le tour est joué, les salaires et les pensions. Donc, personne ne serait défavorisé. La deuxième solution, on sait très bien que c'est par l'argent papier que l'on trafique. Trafic de drogue, corruption, bref, évasion et évasion fiscale, là, c'est par balise. Que ça se passe. Donc la seule solution, ça serait lier cette taxe à la suppression de l'argent papier, avec une garantie effectivement que chacun aurait au minimum un SMIC libre, de toute façon qu'il puisse utiliser sa carte bleue et son chèque. Donc je pense que ces deux mesures, ce qu'on a discuté à la France Insoumise de l'EV et dans le cadre du Café Éco qui se tient régulièrement à Pont-Aven, de trouver des solutions. Alors évidemment, on pense, on n'est pas les naïfs, on sait très bien que ce n'est pas cette République et ce gouvernement qui va le mettre en place, puisqu'ils sont évidemment absolument contre, parce que le chômage les arrange, enfin bref. Et par contre, c'est la mettre en place, Jean-Luc Mélenchon, dans le meeting de Saint-Brieuc, disait que les caisses de retraite avaient été mises en place par les travailleurs directement, en commençant par cotiser volontairement, pour que chacun puisse avoir une retraite. Donc, c'était ou des syndicats qui ont commencé à mettre en place cela. Donc, je
pense qu'il y a déjà des associations qui font un peu ce type de démarche, de cette taxe Tobin. Quand je pense à Terre de Liens, qui récolte de l'argent pour acheter des terres et les donner aux paysans, pour les mettre en bio. Donc, ce qui prouve que c'est possible. Et je pense que bon, il faudrait voir avec la NEF, avec des banques qui sont populaires, ou des banques qui ne sont pas dans le système du profit, ou d'autres organismes, comme ATAC, comme d'autres associations, comme Terre de Liens, etc., pour développer un fonds. Et cette taxe devrait uniquement aller au salaire, sans aucun prélèvement d'aucune sorte, que ce soit de l'État, pour que ces sommes récoltées aillent directement à l'emploi et qu'on crée par exemple un SMIC pour tout SMIC qu'on donne à tout paysan qui passe au bio, pour l'aider au bio, tous ceux qui sont en bio, etc. Enfin, il y a plein d'autres solutions, tous ceux les entreprises qui participent au développement durable. Là, on vient de voir une entreprise, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Arte, qui supprime le glyphosate en mettant une petite tondeuse dans les lignes. Donc, je veux dire, les solutions existent et il faut les financer. Donc, voir comment, concrètement, on peut déjà montrer le modèle qu'on met en place, parce que pour les gens, c'est tout théorique. Et je pense qu'il faut arriver sur des solutions concrètes, pratiques, que chacun peut mettre en place. Et on voit si volontairement on peut donner 5% dès maintenant pour montrer effectivement qu'on peut lutter contre le chômage et redonner la dignité à tous. Je pense que c'est pas vous avez une approche très doctrinale, c'est pas la meilleure façon de résoudre les problèmes actuellement. Mais bon, je vous laisse votre libre arbitre. Bon, moi, je soutiens plutôt Cécile ou Christine, ici, voilà. Je suis modeste, je suis un inspecteur des finances publiques, donc j'ai aussi une approche de la fiscalité assez pointue, et j'espère qu'on va arriver à évoluer, parce que là, moi je m'occupe en particulier, dans le cadre de mon travail, de gens qui font partie des 1% sur le département. Donc les 1% les plus riches, évidemment. Donc je travaille dessus. J'ai un retour, une chose absolument exceptionnelle. Pratiquement tous ceux qui sont venus me voir, de ces gens-là, dans le cadre d'une procédure, m'ont dit on a supprimé l'ISF pour tact, mais on ne l'avait pas demandé. Donc ça, la suppression de l'ISF, ça vient des très très riches. C'est ce qu'a dit Hollande, et c'est vrai. Je ne défends pas Hollande, mais malgré tout, les gens qui sont implantés ici ne vont pas à l'étranger forcément mettre leur argent dans les boudoirs. On se rend compte qu'en fait, ils acceptaient très bien l'ISF. Je suis désolé de vous le dire, mais bon, c'est simplement l'expérience de mon vécu. Oui, voilà. Oui. Et on leur a fait ce cadeau. Ils ne vont pas le refuser, mais tous, je leur ai posé la question. Et comment vous vous situez par rapport à l'ISF? Eh bien, tous. Hein, c'est à 90%, parce qu'il y a toujours 10% de fachos ou de libéraux. Mais tous m'ont dit non, on a accepté cet impôt et on nous en a fait le cadeau de le supprimer, et surtout dans les conditions dans lesquelles ça a pu se réaliser, parce qu'après on a réclamé 5 euros, enfin etc. Je ne vais pas vous raconter la messe, vous la connaissez. Donc là, voilà. Je tenais à apporter ce petit témoignage. Pendant 15 ans, j'ai bossé dans le domaine de l'expertise comptable. Donc j'ai côtoyé pas mal de chefs d'entreprise, de PME, qui avaient des affaires, je ne sais pas dire, de ce qu'il est, la petite boutique de 2-3 salariés jusqu'à 50, 60, 200 salariés, quoi. Et c'est des gens, voilà, je n'ai pas quitté ce milieu-là, parce que j'ai lâché ce métier-là, j'ai gardé des contacts avec ces gens-là. C'est pas des sauvages. Beaucoup, ils ont avant tout, non, mais je caricature beaucoup pour dire que je ne suis pas du tout dans cette pensée-là, et pour être à la France Insoumise, je ne pense pas qu'on soit forcément là-dedans. Après, tout dépend aussi du passé qu'on a pu avoir, dans le passé professionnel,
me permet de connaître ce milieu-là, de dédramatiser un peu les choses. Il y a toute une forme de patronat, petit patronat, qui est déjà des propriétaires de son entreprise, bossent de son entreprise. Donc déjà, ce ne sont pas des purs capitalistes. Déjà, ça demande un petit peu de propos. Bon, après, il y a des politiques sociales, salariales, voilà, bon, qui sont ce qu'elles sont, qui sont contestables. Ça, je n'en doute pas. J'ai vu des choses, franchement, il n'y a pas forcément de quoi être fier, mais bon. Pour autant, ces gens-là, par rapport à la question de la solidarité sur la fortune, le payaient, et bon, après, j'ai vu ça aussi de plus en plus arriver, des gens qui étaient là, pas des experts comptables, plutôt des conseillers fiscaux, des cabinets qui arrivaient là pour, vous connaissez forcément ça, vous savez que ça existe, pour apporter de l'optimisation fiscale, et pas pour le haut de panier, mais pour, à partir du moment où un artisan, par exemple, un salarié, commençait à dégager des bons bénéfices pendant une seule année, il était sûr qu'il allait être, à un moment ou l'autre, appelé par des gens, des cabinets internationaux, nationaux, internationaux, qui sont là pour faire de l'optimisation, pour plutôt du conseil de gestion de patrimoine. Voilà. Et puis petit à petit, en fait, c'est comment payer, comment essayer de miser, de trouver des failles de système pour payer le moins d'impôts, et puis jusque parfois des choses relativement sportives et pas très légales. Ça, je l'ai vu, quoi. Je pense bien voir vous devez le constater régulièrement aussi. C'est parce que là, on parle de revenu fiscal, donc forcément, le revenu fiscal, d'abord, je ne suis pas très d'accord sur le fait que l'innovation, c'est principalement du papier, le papier. Les grosses évadées, ça se passe dans la vie. Et pour les gros, dans la banque, ça se passe sur le parc. On n'a plus rencontre du tout le petit police qui se promène dans le lot. Et puis, on parle de l'évasion, forcément, il a tendance à penser aux États-Unis, forcément, c'est le but de Panama, c'est pour continuer l'Autriche mais aussi les fraudeurs fiscaux qui passent quand même sur la fiscalité française et qui sont parfois des petits niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec de l'intérêt de payer l'impôt en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens à qui il faut donner le bonheur, dire mais bon, voilà ce que tu as avec les impôts. J'ai discuté parfois avec des commerçants qui ramènent des impôts. Quand je me rappelle, ah oui, mais quand même, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Oui. C'est oui, mais c'est vrai. Là, on parle des évadés, c'est des mots, mais les fraudeurs fiscaux, je connais quand même quelques commerçants, et voilà, je sais pas si pour le déclarer 200 sur le truc sur la tête du jour de temps en temps, sachant que les pièces en registre, en plus, quand on demande, on nous apprend déjà à mettre en mouvement le logiciel pour tricher pour mettre dedans. On ouvre en pièce, et si on voulait, il y a un logiciel magique qui nous permet de battre sur la pièce. Donc ça aussi, c'est de la faute, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un pays comme les États-Unis, par exemple, on a beau faire beaucoup d'argent dont on veut, on vit dans le temps avec du fisc. On peut gagner gros comme on veut, mais par contre, on paie ses impôts en conséquence. Donc c'est ça, c'est se faire parfois dire qu'on est des rouges et plutôt les grands parce qu'on veut, voilà, alors que non, aux États-Unis, on ne peut pas avec ça. Tu peux gagner gros si tu veux, par contre, tu payes tes impôts. Dans le système fiscal américain, l'impôt sur le revenu américain est plus progressif que l'impôt sur le revenu français. En revanche, ils n'ont pas de TVA, vous l'avez sans doute déjà entendu, au niveau fédéral. Mais après, les États fédérés peuvent avoir leur propre TVA. C'est juste pour dire, il y a beaucoup de préjugés. La fiscalité subtotale sur le patrimoine est plus élevée actuellement au Royaume-Uni qu'en France, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a un filtre, un gros problème de filtre quand on nous invoque des exemples étrangers dans le débat public actuel. Curieusement, c'est toujours des exemples qui conduiraient à
baisser des prélèvements obligatoires, saboter les services publics, etc. Il est très rare qu'on invoque le modèle allemand pour dire que les profs allemands sont 2 fois plus payés à la bouche, ça dépend des catégories, que les profs français. Ça, on vous en parlera. J'aimerais simplement répondre aux 2 précédents intervenants, notamment à monsieur, parce que justement, peut-être dans l'inconscient des gens, on imagine qu'il y a un rapport de force constant entre un expert comptable et un inspecteur des impôts, ou des finances publiques, comme on les appelle maintenant, et ce n'est pas toujours le cas. On est là pour pacifier, pour essayer de trouver, vous direz ce que vous en pensez, pour essayer de trouver une solution qui soit acceptable des 2 côtés. Et donc, j'ai réagi très positivement par rapport à votre intervention, parce qu'effectivement, ça a été tout le sens de ma carrière, d'essayer de trouver en face des interlocuteurs qui, avec lesquels trouver un compromis acceptable de part et d'autre. Et souvent, avec les experts comptables, les comptables, j'ai trouvé des interlocuteurs de qualité, comme vous semblez l'être, et comme j'ai plaisir à l'entendre. Bon, alors ça, c'est une chose. C'est-à-dire, c'est les gens qui acceptent de jouer le jeu. Bon. Il faut bien reconnaître, malgré tout, qu'il y a une partie des gens qui sont hors jeu et des très riches. Donc là, je suis obligé de vous rejoindre malgré tout là-dessus, c'est que, mais avec modération, si vous permettez. Mais moi, j'ai jamais dit que tous les riches étaient des tricheurs, monsieur. Bref. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire par rapport et même nous, on est dans la capacité de le faire parfois, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Hein. On a un ministre Darmanin qui n'est pas facile. Il ne pense qu'à réduire nos emplois. Son obsession, son calcul, c'est de réduire le plus d'emplois possible, à tel point que je pense que ma génération sera épargnée, et à tel point que mes collègues ne savent pas si ne vont pas être obligés d'aller travailler ailleurs. C'est actuellement après c'est un problème corporatiste, mais malgré tout, ça donne quand même un ton, une tonalité. Oui, voilà. Donc là, c'est un système hyper libéral. Moi, j'appartiens à Sud Solidaire. Donc, je suis impliqué là-dedans et j'ai été élu en CAP pendant 8 ans, c'est une commission administrative paritaire pour défendre mes collègues. Donc, je me suis impliqué. Bon, au bout de 8 ans, j'ai su passer la main à une jeune collègue qui était également motivée, parce que ça demande beaucoup d'implication. Comme vous imaginez. On est élu en commission administrative paritaire, on doit aller devant le directeur, défendre des collègues par rapport à une mutation, par rapport à plein de choses. Bon, bref, je vous épargne le problème. Simplement, monsieur, je voulais vous rendre hommage, parce que... Je sais plus, hein. Oui, mais malgré tout, on n'est pas frères ennemis. Au contraire. Et on peut être frères de lutte en même temps. Donc, c'est parfait. Moi, je suis pour l'impôt. Oui, mais j'ai bien compris. Moi aussi, je suis pour l'impôt. Pourquoi je suis rentré aux impôts? Je suis rentré aux impôts parce que j'avais un idéal de justice fiscale et sociale. Et malgré tout, ces dernières années, on a été bien déçus. Oui, je voulais dire un petit mot à propos de l'ISF, ce que tu as dit, me permettais-tu tout à l'heure, à propos de certains riches, entre guillemets, puisqu'on n'a pas encore le niveau tout à fait entre les riches et les ultra-riches. Ça, on peut lire le bouquin des Passions Chardon pour savoir à peu près à quel niveau ça se situe. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des riches qui préféraient
payer l'ISF pour une certaine paix sociale, parce que ça faisait joli de participer, etc., à la redistribution aussi entre guillemets. Mais ce qui s'est passé en fait, et je crois que tout le monde le sait ici, ou alors on le dira, c'est que l'ISF était une promesse électorale faite par Macron aux potes, à ses grands potes, qui l'ont financé, qui l'ont poussé au pouvoir, qui ont acheté tous les médias, et il est coincé aux entournures, pour ne pas dire ailleurs, et il ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'ils s'obstinent, parce qu'en fait, la somme, elle n'est pas incommensurable. Il reste 3 milliards 8. Oui, mais en fait, il reste 3 milliards 8. Enfin, je ne vais pas minimiser. Mais je veux dire, bon, ça ne rapporte pas tous ceux dont on a besoin certainement. Oui, mais après, c'est symbolique. C'est symbolique. Il faut aller chercher 5 € dans la poche des c'est symbolique. C'est symbolique pour lui et sa caste. C'est-à-dire qu'il c'était la première promesse et il ne peut pas revenir en arrière. Et c'est bien là la saloperie effectivement qui a été faite. Et il s'obtiendra jusqu'au bout parce que son petit monde de Drahi, Lagardère, etc., que Bolloré, que vous connaissez tous, vont lui tourner le dos. D'ailleurs, remarquez que lorsqu'il a lâché des miettes, en décembre, plein de patrons de boîtes quand même assez importantes se sont empressés de filer une prime à leurs employés pour dire, vous voyez, nous, les riches, on lâche un peu du lest. Parce qu'ils commencent à avoir des jetons, ceux-là. Oui. La classe moyenne riche, ils commencent à avoir des jetons, parce que ça se passe très très mal, et qu'ils sentent que le mouvement est en marche, le vrai mouvement, et pas de politique pourrie. Et donc, ils se disent, purée, si on lâche pas un peu du lest, on va la rendre en baba, parce que c'est le peuple qui va nous foutre dehors. Sauf qu'en haut, la caste, ils sont coincés complètement. Enfin, Macron est coincé par quelques potes ultra riches. Alors, l'évasion fiscale et tout ce qu'on veut, là, bien sûr, c'est une caricature, le beau tableau. Et voilà, à mon avis, la question de l'ISF, maintenant, elle est là. C'est-à-dire, il lâche. Progressivement, on est de plus en plus précis sur ce qu'on évoque. Je voudrais compléter sur certaines méthodes qui sont utilisées et qui posent problème, et puis aussi évoquer 2-3 pistes précises sur ce qui pourrait être fait pour revoir ensemble le genre de réforme qui serait nécessaire. Parce que sinon, si on ne fait que... Et c'est un problème qu'il y a souvent dans notre famille de pensée au sens large, c'est qu'on est tellement réalisé par ce qui se passe qu'on peut facilement passer l'intégralité de notre propos sur le diagnostic. Et finalement, on sort d'une réunion, je ne dis pas qu'on a envie de se prendre, mais on a en tout cas bien fait le tour du problème quand on l'a identifié, et on parle finalement souvent trop peu de ce qu'il faut faire. Donc je vais essayer juste, en plus on a des gens qui d'un côté ou de l'autre de la barrière ont pratiqué, j'allais dire, en professionnel, alors, sur les techniques, moi je vous relever plusieurs que je trouvais quand même assez spectaculaires. Il y a le double irlandais. Alors le double irlandais, ça consiste à, en Irlande, quand vous êtes une grande firme et que vous vous installez, il n'y aura pas d'impôt sur vos gains en dehors de l'Irlande. Vous mesurez l'ampleur de l'optimisation fiscale parce que ce que ça représente. Résultat, la plupart des méga firmes basées, qui ont besoin d'avoir un siège en Europe, le foutu en Europe. Par exemple, Facebook. Mais je cite Facebook, c'est connu, mais je pourrais aussi citer d'autres. Donc ça, vous voyez, ça c'est un problème vraiment massif. Autre exemple, Luxembourg, quand même, il faut qu'on vous parle. L'imposition sur le holding, la holding, c'est une petite ville que vous installez spécifiquement au Luxembourg. Vous connaissez, vous avez tous entendu parler du problème de tel ou tel immeuble, vous allez avoir une palanquée de boîte lettres qui correspond au siège de telle ou telle société. Cette société doit être une holding, c'est-à-dire une petite ville. Vous voyez et il y a un problème encore plus grave au Luxembourg, encore plus grave au sens où ça va plus
légitimes des autres pays. C'est ce qu'on appelle le rescrit fiscal. Le rescrit fiscal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités luxembourgeoises, Juncker a été un champion de ça pendant des années, puisqu'il a quand même dirigé le principal tribunal fiscal de l'Union européenne pendant un quart de siècle. Voilà. Et il a une méthode donc, qui s'appelait le scandale de LuxLeaks. Le scandale de rescrit fiscal pratiqué massivement, et ça consiste en quoi? Ça consiste en toi, grande fille, on vient t'installer chez moi, et on négocie un accord qui te sort de la taxation normale, et qui est une taxation qu'on négocie entre nous. Et qui est particulièrement faible. L'idée étant, j'en remets un maximum de Luxembourg comme ça, et donc j'ai moins, mais sur beaucoup plus de grandes firmes, et je vais asseoir la prospérité de mon petit pays là-dessus. Leclerc. Et le mec ensuite, quand vous y réfléchissez, le mec ensuite, Leclerc, se retrouve président de la Commission européenne, qui, je le rappelle, a parmi ses missions fondamentales de veiller à ce que les différents pays membres de l'Union européenne respectent bien leurs engagements de maîtrise des dépenses publiques, après nous avoir donc lui-même fait les poches en termes de recettes fiscales pendant le quart de siècle. Et d'ailleurs, ça continue. Donc ça, c'est sur lequel un stade au-dessus, c'est l'opacité totale, c'est-à-dire je ne peux même pas vous décrire les montages ou les opérations qui sont faites, c'est juste qu'on ne sait pas ce qui rentre, on ne sait pas comment ça rentre, on ne sait pas à quoi ça sort. Ce sont les tribunaux fiscaux ultimes, c'est des choses comme les îles Caïmans ou Jersey, où on atteint un niveau d'opacité où, en fait, je ne peux même pas vous dire ce qu'ils font de mal. On se rend bien parce qu'il y a d'opacité, il se passe des trucs graves, mais je ne saurais même pas vous dire lesquels. Alors, sur les outils, quelques-uns qui pourraient être intéressants. Je ne veux pas être excessivement précis dans le droit fiscal, mais ça me semble intéressant vraiment sur ce point-là. Je pense qu'il faut travailler sur le concept d'abus de droit. C'est-à-dire qu'il y a un concept utilisé par le fisc depuis des années, qui est de considérer que certes, ce que vous avez fait dans votre montage, c'est légal, vous avez enfreint le droit dans l'optimisation, mais ça n'a tellement aucun sens d'aller mélanger telle niche avec tel autre, à tel endroit, etc. Et c'est tellement une espèce d'usine égale que le caractère confus et foutrable du dispositif trahit l'intention de bricoler un truc avec des lois qui n'étaient pas nécessairement destinées à fonctionner ensemble dans le but de payer moins d'impôts. Et le concept d'abus de droit est utilisé par le fisc, notamment par le fisc français, pour dire ok, vous n'avez rien fait d'illégal, mais en mélangeant ces différents dispositifs entre eux, alors qu'ils étaient de toute évidence pas destinés à fonctionner ensemble, vous avez commis un abus de droit. Alors le fisc s'en sert de cette notion, mais avec parcimonie. Pourquoi? Parce que si jamais ils imposent l'abus de droit, et que derrière ça qui est assez rarement expliqué, je profite, puisqu'on est sur ce thème de l'évasion fiscale, le fisc utilise ces choses-là depuis des années, mais avec parcimonie, parce que si jamais la personne qui se fait choper en abus de droit va au tribunal et gagne, il y a la jurisprudence, et tous les fiscalistes de France apprennent que ce montage-là, c'est légal. Et ils disent qu'ils n'avaient pas forcément pensé. Donc, il le faut vraiment quand ils disent non, là, c'est. Vous voyez? D'autres choses qui peuvent être. On peut se poser la question, si on utilise la notion d'abus de droit, dans ce cas-là, on peut se poser la question de la responsabilité judiciaire des directeurs financiers et des comptables à l'intérieur des boîtes quand ils ont connaissance des dispositifs relevant de l'abus de droit et qu'ils ne les signalent pas aux autorités fiscales. On peut se poser la question, est-ce qu'ils ne devraient pas dans ce cas-là fonctionner? Après tout. Il y a plein de professions dans lesquelles, si vous avez connaissance de quelque chose dans votre boîte, je veux dire, n'importe quel chef d'entreprise, en fait, s'il y a quelque chose qui légal qui se passe dans sa boîte, il va être, dans la plupart des cas, lui-même judiciairement responsable. On pourrait envisager, si on utilise le concept d'abus de droit, de l'appliquer ça aux directeurs des affaires financières, aux comptables, etc., en disant, vous avez connaissance de tel truc crade, vous n'avez pas signalé, il y a un problème. Je ne vais pas être trop long, donc je donne encore deux idées. Il me semble absolument urgent de protéger et de rémunérer les lanceurs d'alerte fiscaux. Ce n'est toujours pas le cas. Ça se pratique aux États-Unis. J'ai évoqué tout à l'heure le cas américain. Aux États-Unis, quand vous êtes lanceur d'alerte fiscale, vous touchez un
pourcentage de ce que le fisc a récupéré dans sa vie. Ça existe avec les douanes en France aussi. Ça existe avec les douanes, ça n'existe pas à ma connaissance avec le fisc français. Pas à ma connaissance en tout cas, mais ce serait une piste. Mais surtout la protection judiciaire, parce qu'il y a un lanceur d'alerte sur les questions, pas forcément fiscales, mais sur les questions de flux financiers opaques. C'est un journaliste dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Denis Baudel. Et Denis Baudel s'est pris, je crois, 10 ans de harcèlement judiciaire. Bon. Dans une démocratie saine, un type comme ça, il existe un mécanisme vers lequel on peut se tourner dès le début de ces révélations pour pouvoir se protéger avec ça. Non seulement c'est pas ça qui s'est produit, mais c'est le contraire. Il s'est tapé des années de procédures de harcèlement judiciaire par un certain nombre de mentures en général et de grandes banques en particulier. Et troisième point, là je suis sûr de nous c'est dans le combat, ça suppose une réforme fiscale ambitieuse, y compris dans la façon dont est organisée la logique fiscale dans ce pays. C'est de considérer qu'on doit l'impôt, quand on est une firme, ou une entreprise, en fait plus largement, on doit l'impôt sur le territoire où le profit a été fait. Vous voyez? Et non pas là où le profit a été rapatrié. Alors c'est dommage que l'expression impôt à la source existe déjà pour autre chose, mais en fait on pourrait appeler ça un prélèvement à la source de profit pour le coup. Et ça rendrait les choses d'un coup sur beaucoup de mécanismes d'optimisation fiscale, je pense, mais je peux me tromper, que ça rendrait d'un coup les choses plus difficiles. Voilà. Mais avant, parce que comment dire, il me semble de toute façon que l'élément sur lequel on ne travaille pas beaucoup, c'est que la fiscalité la plus difficile à contourner par l'optimisation, c'est la fiscalité simple. Or, à l'heure actuelle, notre arsenal fiscal est une jungle en réalité. Et nous travaillons assez peu sur quel que soit le droit politique, à ce jour, sur le fait d'aboutir à une fiscalité tellement simple, tellement simple au sens vraiment littéral de la simplicité, que d'un coup ça devient très difficile de trouver une faille ou des contradictions internes, tellement c'est limpide, tellement il y a peu de prélèvements obligatoires. Je ne parle pas du montant, je parle des différents types de prélèvements, des différentes règles, des nuances, etc. Des niches. Donc l'axe de la simplification, la vraie simplification, et on n'y pense pas assez, un levier utile de lutte contre l'optimisation fiscale. Dans l'hypothèse qu'un gouvernement est au pouvoir et mette en place un programme de réforme parmi lesquels il y a un programme de lutte pour zéro évasion fiscale, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de la classe dirigeante, parce qu'effectivement on peut trouver ça et là dans la classe dirigeante des gens honnêtes et qui ne trichent pas, mais s'ils ne sont pas tous tricheurs, par contre ils sont tous exploiteurs. De fait, la plus-value, elle tire du travail de leurs salariés. Mais du coup, c'est ça qui définit un comportement de classe. Et cette classe dirigeante, elle va réagir à de telles réformes. Et donc ma question, c'est comment résister à la pression et aux moyens qu'elle va utiliser, qui sont les lock-out, la fuite de capitaux, le sabotage économique, etc. Donc c'est ma question. Et tout simplement pour dire que moi, en tant que communiste, de cette question-là, j'arrive à la conclusion qu'on va devoir s'attaquer au pouvoir économique, en fait, à la propriété de l'outil de travail. Et à la limite, du coup, on va bien avoir une alternative. Alors, premier point, il y a des outils qui existent pour contrer, voire pour anticiper la réaction des très riches. Et je suis content qu'on ait fait cette distinction. On était nombreux à la faire ce soir, puisqu'effectivement, les 1% et les 0,1%, enfin, si vous voulez, c'est Mercure et Jupiter, c'est-à-dire que c'est une autre planète, clairement. Donc, il y a une question centrale qui est celle de la circulation illimitée ou pas des capitaux. Ça, c'est un point qui est absolument central. Est-ce qu'il est possible ou pas
de faire sortir sans contrôle de la circulation des capitaux mon argent à moi qui suis riche pour le mettre en ultra riche ou une grande firme. Est-ce que je dois le faire ou pas? À la France Insoumise, il est déjà prévu dans le programme de revenir sur la circulation limitée des capitaux. À mon avis, c'est l'outil fondamental. Premier point. Deuxième point, il y a une question qui est ouverte. Je n'ai pas de réponse à tirer directement de l'avenir en commun là-dessus, j'ai une opinion personnelle, mais ce n'est pas le sujet, sur que fait-on face aux menaces de l'organisme. Moi, ma réponse simplement là-dessus, c'est que le profit est fait sur notre territoire. Vous voyez? Donc, se priver d'un marché de consommation comme la France, c'est quelque chose que vous pouvez faire quelque temps, mais ensuite, à un moment donné, c'est quelque chose qui n'est plus soutenable en fonction de la part que ça a dans votre propre modèle économique de grande firme. Je prends les LVMH, par exemple, si LVMH se lançait dans un boycott de la France pour riposter à une réforme fiscale qui déplairait à sa direction, à un moment donné, vous privez du marché du luxe français, c'est un problème. Pour vos propres finances, vous voyez. C'est-à-dire que, vous voyez le problème, c'est que ça vous fait trop mal à vous, ce que vous utilisez pour faire mal à votre adversaire. Troisième point sur l'économie socialisée. Le penseur français vivant pour lequel j'ai le plus d'admiration à l'heure actuelle est favorable, comme vous, à la socialisation totale de l'économie. Il s'agit de Bernard Friot. Je le dis, je veux que ça se sache, je suis un admirateur de Bernard Friot. J'ai cependant au moins un truc. Et j'ai cependant une différence de, comment dire, au moins pas comme. Je me demande dans quelle mesure la socialisation totale est nécessaire. J'ai bien dit, j'ai utilisé l'adjectif nécessaire. J'en suis encore à m'interroger sur ce point-là. Je n'ai pas la réponse. Je dis juste que je ne sais pas, moi, à ce stade, s'il est effectivement indispensable de socialiser la totalité de l'économie. Ce n'est pas une façon implicite de dire que je ne le pense pas. Je dis juste que je n'ai pas la réponse. En revanche, là où je suis absolument sûr de mon goût, c'est qu'il est nécessaire que l'économie socialisée redevienne à peu près légèrement majoritaire. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'activité économique, de la production économique, soit d'économie socialisée. Ça s'est déjà produit par le passé. Et il y a un cas, mais là, en fait, l'avenir en commun aboutit à ça. Si on est attentif à ce qu'il y a dedans, l'avenir en commun aboutit à une économie socialisée pour à peu près la moitié des activités du pays, puisque quand vous mettez tout bout à bout la nationalisation de l'eau, l'économie socialisée pour un certain nombre de besoins fondamentaux, le programme de l'énergie, le programme de transition écologique, quand vous mettez tout ça bout à bout, déjà vous êtes dans cette situation-là. Moi je suis d'accord. Et donc c'est la moitié du chemin par rapport à la perspective riotiste que je vous évoquais tout à l'heure. Bien. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Mais dans ma réflexion personnelle, donc là je ne parle pas de l'avenir en commun, dans ma réflexion personnelle, je m'interroge sur la compatibilité d'une économie socialisée forte et durable, d'un côté, et le fait que le système bancaire reste dominé par le privé. Plus ça va, plus je me dis que de toute façon, la nationalisation intégrale du secteur bancaire serait souhaitable. Mais, je vous dis ça, ça m'engage que moi, hein, on est clair là-dessus. Mais je pense que ça, ce serait sans doute la socialisation de la création monétaire, en fait, est indispensable si on veut que le secteur privé ne redevienne pas dominant d'une façon ensauvagée. Vous me suivez? Je tâtonne, hein, c'est des réflexions qu'on est tout à fait dans l'exploratoire, là, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'espère en tout cas vous avoir répondu. Sur la question qui vient d'être soulevée, par exemple, actuellement, il y a plusieurs pays, l'Iran, le Venezuela, Cuba, etc., mais qui, grâce à des lois extraterritoriales, sont sanctionnés par les États-Unis. C'est-à-dire qu'une société, la France par exemple, qui fait des commerces avec l'Iran, mais il ne peut pas faire commerce avec les États-Unis, ça a des conséquences énormes. Donc, quand on parle de ces choses-là, je suis d'accord avec l'intervenant, si vraiment les capitalismes et les Américains, les États américains,
s'ils se sentent menacés, ça fait partie des choses qui pourraient arriver. Hein. C'est que déjà aujourd'hui, on a vu par rapport à l'Iran, les grandes sociétés françaises comme Peugeot, etc., tout de suite, ils ont arrêté leur commerce avec l'Iran en raison des... Attention. Je suis absolument convaincu que l'alternative durable n'est possible qu'à partir du moment où une grande puissance, j'ai bien dit une grande puissance, dans le top 10, bascule dans un autre système. Tant qu'on n'a pas ça, on aura des enclaves qui résistent, mais on n'aura pas une dynamique d'alternative tant qu'on n'aura pas une grande puissance qui est la locomotive et le point d'appui pour toutes les autres. Oui, j'aimerais bien que ce soit la France, mais ça c'est vraiment personnel. Hein. Moi j'y crois, mais je crois aussi que ça ne peut se faire que vraiment un soutien populaire et un niveau de conscience qui n'existe pas actuellement. Par rapport aux paradis fiscaux, moi je trouve que ce n'est pas tellement une discussion sur des personnes, sur des individus, il y a toutes sortes d'individus, c'est un système. Et par exemple, les grandes sociétés en France, je prends l'exemple d'Air France parce que je les connais très bien, mais ils ont des sommes importantes dans des paradis fiscaux, et alors que l'État est présent dans l'actionnariat d'Air France. Et quand on parle avec la direction d'Air France, elle dit oui, on fait comme les autres, sinon on ne pourrait pas se faire dans la concurrence. C'est-à-dire que toutes les grandes sociétés emploient des paradis fiscaux. Quand même, avec la bénédiction de l'État. Les sociétés françaises, je ne sais pas si tout le monde le sait, payent au mieux 7% d'impôt sur les sociétés. Alors que les grosses multinationales qui sont imposées en France, qui veulent bien se laisser imposer en France, payent 7%. Alors que vous créez la moindre société, vous allez payer au mieux 15%, et sinon, c'est 25%. 25% pour les petites sociétés et 7% pour les multinationales. Et encore, celles qui veulent bien. Quand j'entends parler des sociétés scandinaves, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, j'ai l'impression qu'on entend Pompidou parler. Il y a longtemps que c'était comme ça. Pompidou, il faisait rêver des pays scandinaves, la Suède et tout ça. Mais le démantèlement des États du bien-être dans le pays scandinave, ça se fait comme ici. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier pays qui a voté contre les marchés communs, c'était le Danemark. Ça dépend de quel pays vous parlez. Et effectivement, je suis d'accord. Si on parle notamment du cas de la Suède, ils ont démoli leur système d'économie mixte en tant qu'économie mixte, ce que je décrivais tout à l'heure, en particulier dans la seconde moitié des années 90. C'est vrai. Ce que vous dites est vrai. C'est pas si simple. Accordez-moi que je simplifie. Oui. Mais c'est vrai. Non, je voulais dire parce qu'effectivement, dans les années 70, il y avait beaucoup de projets dans le pays socio-démocrate et tous ces projets ont été complètement abandonnés. Il y avait par exemple un projet en Suède, au Danemark, que les salariés cotisaient pour qu'à un moment donné, le salarié pourrait être propriétaire de l'entreprise. Mais tout ça, c'est abandonné. Aujourd'hui, le social-démocrate est dans le pays scandinave, mais c'est les socialistes qu'il y avait en France. Il manque un petit peu maintenant. Donc simplement par rapport aux États-Unis, c'est là que je voulais finir, c'est que je veux dire, depuis les 20-25 dernières années, il y a quand même une complète stagnation des niveaux de vie des États-Unis. Il y a au moins 20% vraiment de pauvres. Et là où je voulais chuter, c'est de dire quand même qu'on est quand même devant une crise du capitalisme dans le sens que, pas qu'il y a des gens qui profitent, mais dans le sens que la majorité des populations ne profitent plus, il n'y a plus de consensus pour une voie qu'il pourrait y avoir avant. Je ne pense pas que cette situation-là, c'est un désaccord d'analyse, je ne pense pas que cette situation-là soit une crise, une anomalie du capitalisme. Je pense au contraire que c'est un retour aux sources. Oui. Pour être franc, c'est un retour au capitalisme du 19e siècle. C'est que je veux dire, on est en plein là. Oui, on est d'accord. Oui, je me demande derrière ces mots évasion fiscale, ISF, fraude fiscale, en fait, c'est pas la question de consentement sur l'impôt qui est posée. Il y a
D'ailleurs, le mot impôt n'a jamais été un mot facile à défendre. Les révolutionnaires, je crois en 89, l'avaient aboli, je crois, parce qu'il était trop connoté l'ancien régime, il l'avait remplacé par contribution. Et je suis toujours surpris aussi de constater que au mois de septembre, par exemple, comme un marronnier, vous avez dans la presse locale, vous avez un classement du taux d'imposition des collectivités locales, des villes, des villes voisines, et on fait comme des classements comme ça, où on met en compétition peut-être les villes et les collectivités sur le taux d'imposition, sans jamais expliquer à quoi sert cet impôt. Ça me choque toujours. Et je me demande si ce déficit de consentement à l'impôt n'est pas aussi un manque d'explication de l'usage qui est fait de cet impôt. On nous explique depuis très très longtemps que si vous payez des impôts, c'est parce que vous n'avez pas trouvé la ficelle ou la déduction, enfin la bonne niche pour pouvoir payer moins d'impôts. Donc ça voudrait dire que tous celles et ceux qui, comme moi, en fait, n'ont pas dans la bonne tranchette ou dans la bonne tranche, ou n'ont pas accès à ces niches, en fait, ils sont un peu couillons parce qu'ils sont mal pris, quoi. Alors que lorsque je vais à l'hôpital, par exemple, je suis toujours content qu'à la sortie, on ne me demande pas non pas ma carte bleue, mais ma carte verte. Donc je me sens à chaque fois un peu moins couillon de payer les impôts. Et je regrette que ce travail d'explication sur le sens de l'impôt, qui n'est pas une punition, tu l'as très bien dit, mais d'abord de la solidarité, n'est pas mis plus souvent en avant. Je regrette que les élus locaux, par exemple, j'ai assisté au débat budgétaire, au vote du budget conseil municipal de Riantec l'autre soir, la semaine dernière, au début de la semaine. Je suis toujours surpris d'entendre des élus qui ont un discours très négatif par rapport à l'impôt. Et qui abondent aussi dans ce discours comme quoi l'impôt, c'est un peu une fatalité, ma pauvre dame, on n'y peut rien. Non, je suis désolé, l'usage, l'impôt, c'est d'abord de la solidarité, et c'est l'usage qu'on fait du fruit de cet impôt qui est utile, qui devrait être expliqué. J'aimerais simplement rajouter 30 secondes. Qu'en tant qu'inspecteur des finances publiques, j'en ai marre de faire l'inverse de Robin des Bois, actuellement, de devoir prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et le consentement à l'impôt, c'est l'article 13 du préambule de la Constitution, et il faut se battre là-dessus, et bravo. Juste, moi, je voulais sur la fin du truc quand même, comme on est dans un système monétaire, enfin financier mondialisé, qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour jouer en bourse, c'est-à-dire ils ont été boire le cocktail avec les potes pendant le week-end sur le yacht, et ils disent « Ah, combien je t'ai eu de trucs, t'as vu, la semaine dernière, je t'ai gratté quoi ?» Voilà, en fait, c'est un grand Monopoly, et tous les jours, ils arrivent, et il y a des sommes énormes qui se baladent d'un endroit à l'autre. Alors c'est bien de vouloir la taxe Tobin, on en prend une partie pour, ça suffira pour ci et pour ça, ok. Mais sachant que ces sommes d'argent, alors je n'ai plus le chiffre en tête, c'est énorme, mais il n'y a que 4% qui sont de l'économie réelle. Quand on dézoome le truc, on dit attendez, la fiscalité sur des trucs qui sont du vent et qui n'existent pas, il y a un problème quand même. Donc, d'un point de vue mondial et international, ça repose la question de on taxe sur quoi, on autorise quoi, est-ce qu'on autorise du vent à continuer de faire du vent? Parce que vouloir distribuer du vent, moi ça me pose un problème en fait. Vouloir redistribuer du vent, ça me pose un problème. Personnellement, bon après ça pose peut-être pas un problème à tout le monde, mais vouloir redistribuer à partir de tout qui n'existe pas, pour moi c'est complètement insensé. D'où je rejoins aussi l'histoire de l'économie solidaire, etc., qui est ancrée beaucoup plus dans une économie réelle, locale, et sur laquelle effectivement on peut avoir un œil sur la production, qu'elle soit coopérative, qu'elle soit... voilà quoi. C'est tout. C'est juste, c'était pour faire un petit zoom arrière et pour dire au niveau mondial, on est sur du vent, 4% de réel, le reste c'est du vent. Est-ce qu'on distribue du vent ou est-ce qu'on se recale sur l'économie réelle?
financer la transition écologique, il va falloir que l'on ait des revenus. Ce que tu disais, Laure, me faisait penser également à ce que tu as dit, lorsque tu expliques qu'il y a 7000 milliards, enfin, et davantage, dans les paradis fiscaux. On parlait tout à l'heure... oui. On parlait tout à l'heure de l'imposition sur les sociétés et du consentement à l'impôt, parce que effectivement, si les grandes sociétés, si les très fortunés placent leur argent dans les paradis fiscaux, échappent à l'impôt, il y a le consentement à l'impôt diminue dans la société. Tu parlais des petits commerçants qui essayaient de frauder 200 €, mais quand on voit 7000 milliards dans les paradis fiscaux, on se dit, le petit commerçant, bah oui, il faut bien qu'il fasse tourner sa boutique. Donc c'est à la source qu'il va falloir reprendre les ressources publiques. Les niches fiscales, parce que ça fait un peu penser au Code du travail. Le gouvernement actuel nous a dit le Code du travail est trop épais, il faut le réduire. Les niches fiscales concernant l'imposition sur les sociétés, sur les 500 niches fiscales existantes, il y en a 300 pour l'impôt sur les sociétés. Et ce ne sont pas les citoyens qui ont demandé les niches fiscales, ce sont bien les sociétés. Donc le Code général des impôts, lui c'est pareil, a augmenté de façon extrêmement volumineuse. Mais là, les sociétés ne demandent pas à ce qu'on simplifie le Code général des impôts. Non, voilà. Et donc, les niches fiscales, seules les niches fiscales, représentent un manque à gagner de 145 milliards d'euros par an au titre de l'impôt sur les sociétés. La France Insoumise, dans son programme, donne 100 milliards d'euros annuels pour la transition écologique. On a 145 milliards là dans les niches. Alors le gouvernement actuel est en train de réformer la fiscalité, mais nous ne sommes pas opposés. La France Insoumise n'est pas opposée à une réforme de la fiscalité. Il va falloir faire la chasse à toutes ces niches fiscales inutiles, improductives et qui nous empêchent d'obtenir les ressources publiques dont nous avons besoin pour les actions publiques que nous voulons mener, que ce soit au niveau social ou au niveau écologique. Les très riches, justement, peuvent négocier avec Bercy, et les très pauvres qui subissent directement, par exemple, directement sur leurs revenus, leur RSA et AH ou autre, le prélèvement direct avec un courrier qui arrive souvent après la sentence. Et en leur demandant, si vous voulez, vous pouvez faire appel de la décision, mais c'est déjà vu sur leur compte en banque. Ça, c'est une réalité qui existe fortement depuis 5-6 ans. Là, on a appris, par exemple, que les CAF, la CNAF allait supprimer 200 emplois, qui a été accepté terriblement par tous les conseils d'administration et également celle de la CAF du Morbihan. Donc il y a des suppressions de postes et donc évidemment c'est un service en moins. Donc il y a vraiment un traitement qui est évident, c'est-à-dire il y a cette obscure avec le verrou de Bercy et autres qui existent, mais de l'autre côté il n'y a pas de problème pour chasser les chômeurs ou en tout cas ceux qui perçoivent un juste à vivre, qui est souvent même trop juste à vivre. Et il y avait la deuxième question à revenir sur ce niveau de lockout, la question éventuellement des entreprises françaises grandes comme CAC 40. Moi, c'est la question du blackout de la finance. Concernant par exemple une décision qui viendrait à chasser en fait les acteurs fiscaux. C'est là la question, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un bloc de piranha et de bulldozer qu'il faudra
face, alors ça peut être toute une population en tout cas qui peut être derrière, mais ça montrera, fera démontrer une force et une puissance également incroyable par rapport à ça. Imposition des profits sur le territoire où le profit est fait, mettre fin à la circulation illimitée des capitaux, donc ça s'appelle le contrôle des capitaux, le contrôle des flux de capitaux, donc en réalité c'est le contrôle des flux de capitaux. C'est des dispositifs qui existent, comment dire, c'est pas un outil révolutionnaire, ça existait encore récemment et tout le monde trouvait ça normal. Et à partir du moment où tu as le contrôle des flux de capitaux, pour qu'ils commencent à te faire une hémorragie massive de capitaux et de te mettre par terre, non. On s'est laissé habituer à considérer le système financier comme une espèce de Moloch tout-puissant, un peu comme dans Métropolis. On s'est habitué à cette image-là. Sauf qu'il n'est tout-puissant qu'à la mesure de l'ouverture des vannes par les pouvoirs étatiques. Tu vois? C'est ça qui est fondamental à comprendre. À partir du moment où tu rétablis les instruments de souveraineté financière, c'est terminé. À une condition fondamentale. Il faut que l'adversaire ait un besoin indispensable de ton marché de consommateurs. Si tu es la Grèce et que tu essayes de faire ça, tu vas te faire défoncer. Si tu es la France, 6e puissance économique mondiale, tu vois, là, non, la grande firme n'est pas en position de dire, puisque c'est comme ça, je me casse. C'est pas vrai. Pas un marché de consommateurs pareil. C'est pas vrai. Tu vois? C'est l'élément fondamental qu'il faut garder à l'esprit dans ce rapport de force. C'est quand ils disent, si c'est comme ça, je me casse, qu'ils aient l'intention de changer leur siège, d'exiler des cadres. Ah ça, je veux bien l'entendre. Mais comme la taxation est là où le profit est fait, en fait, je m'en fous. Tu vois? Mais qui se dit, mais que Carrefour, par exemple, Muliez, te disent, puisque c'est comme ça, je démantèle tous mes magasins Carrefour dans toute la France, c'est une fiction. S'il fait ça, il coule Carrefour. Tu vois et t'en as plein comme ça. Déjà Thomas, je te remercie d'avoir commencé en ouvrant par Marx et Engels et en ayant dit un gros mot, socialisme. C'est très bien. Moi je pense que du coup, en fait j'imagine absolument pas le capitalisme capable de faire quoi que ce soit bien aujourd'hui. Pour moi c'est terminé, depuis longtemps déjà, mais bon, on s'en rend un peu plus compte aujourd'hui. Donc je pense que l'évasion fiscale c'est un problème, mais pour moi le problème c'est surtout l'économie de marché et le capitalisme en général. Donc voilà, je sais pas, je suis dans le thème ou pas, je vous l'ai fait. Ça rejoint la discussion qu'on a eu tout à l'heure qui est connexe à la question de l'évasion fiscale. Parce que quand on parle de l'évasion fiscale, on parle de la possibilité qu'elle existe, du fait qu'elle soit tolérée par les classes dirigeantes gouvernementales, et on parle aussi de pourquoi il y a besoin que tout le monde paye ses impôts et paye sa juste part d'impôt. Et là, c'est la question du poids respectif de l'économie de marché et de l'économie socialisée. Donc oui, on retourne sur ce sujet-là. Alors il y a une position, je vais la qualifier de maximaliste, c'est pas pour dire que je suis contre, c'est juste pour dire qu'elle est objectivement maximaliste. Elle propose l'économie totalement socialisée. Voilà. Je cite, à ma connaissance, le système cohérent, pensé de manière en plus démocratique et en coopérative qui propose ça, c'est Bernard Friot, notamment dans son bouquin Vaincre Macron, qui fait la synthèse de cette proposition là-dessus. L'avenir en commun, je le répète à ce niveau-là, pour que ce soit clair entre nous, et pour ceux qui regarderont la vidéo, l'avenir en commun propose une cohabitation équilibrée entre l'économie socialisée et l'économie de marché. Et moi, l'interprétation que j'en fais, et c'est pour ça que ça me satisfait, c'est que l'économie de marché, je le disais tout à l'heure, elle est capable de satisfaire vos envies si vous pouvez les payer. Elle n'est pas incapable en revanche de satisfaire les besoins de tout le monde. Elle ne sait pas faire. L'économie socialisée, c'est le contraire. Elle est capable de satisfaire tous les besoins parce que les besoins sont planifiables. Elle n'est pas capable en revanche, parce qu'ils ne sont pas planifiables, de satisfaire les envies. Et moi, ce que je trouve harmonieux, au sens fort du terme, dans la vie en commun, c'est que, en donnant un poids équilibré à l'économie socialisée d'une part et à l'économie de marché d'autre part, vous vous retrouvez avec un système où il y a l'économie socialisée qui s'occupe des besoins et l'économie de marché qui s'occupe des envies. Et moi, ça me va. En ayant comme règle suprême, au-dessus de tout ça,
l'impératif écologique, et ça c'est la transition écologique. Voilà. Mais tout ça n'est pas possible s'il y a des valeurs fiscales. Et dans ce qui reste dans l'économie de marché au titre de l'avenir en commun, eh bien, il y a un effort qui est fait sur les réglementations. Et c'est sur les différents leviers, c'est-à-dire l'égalité de salaire entre hommes et femmes, c'est-à-dire la semaine de 32 heures de mémoire, c'est-à-dire les conditions de travail, le fait d'aller beaucoup plus loin dans le caractère décent des conditions de travail, etc. etc. Et la suppression du chantage permanent au chômage, chantage à l'emploi, qui enlève beaucoup de l'exploitation dans l'économie de marché, du simple fait que tu as la possibilité de trouver un pareil parce qu'on est à nouveau en plein emploi, du fait de tous les chantiers qu'on a lancés en transition écologique, etc. Donc je dis juste, je ne peux pas faire plus long que ça dans le temps qui nous est imparti, mais c'est juste pour dire que l'économie socialisée, par définition, ne fonctionne pas dans l'exploitation, et quand elle n'est pas dans sa forme militarisée, tu vois. Hein? On parle du crédit agricole ou de la coopère. C'est ce que je dis, quand on n'est pas dans la forme hiérarchie pyramidale, etc. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et dans le cas de l'économie de marché, c'est l'outil, le levier, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la réglementation. Et c'est ce que je citais à l'instant, quelques exemples précis qui sont en fait le seul levier dans l'économie de marché. Si tu gardes cette portion de l'économie de marché, il faut l'encadrer, parce que sinon tu vas te retrouver avec une abomination. Vous parlez de quitter l'Europe, finalement, c'est ça, en fait, de mettre en jeu la place de la France dans l'Europe, c'est quand même la discussion. Et j'ai une remarque à faire d'abord, après, pour vous demander vraiment votre avis sur la place de la France dans l'Europe ou pas en Europe. Mais j'ai une remarque à faire. Depuis 2015, la BCE a donné aux banques 2000 milliards d'euros. Elle a donné, elle n'a pas prêté à 0%, elle a donné. Cet argent sert aux banques pour prêter ensuite aux particuliers ou surtout aux États à 2 voire à 5-6%. Donc, vous qui allez, j'espère, être élu à l'Europe, qu'allez-vous faire à l'Europe pour que la BCE prête directement aux États à 0%, voire donne idéalement 2000 milliards en 4 ans? Ça s'appelle Face à Bruxelles, le pari de l'insoumission. C'est sur le site internet du Monde diplomatique. J'ai publié ça dans leur numéro de mars. Et c'est une explication de la stratégie face au traité européen. Et dans le périmètre des choses qui sont exigées, il y a le fait que la BCE, dorénavant, finance directement les dettes des États. Parce que oui, effectivement, la seule explication possible du mode de fonctionnement actuel du financement des dettes publiques, c'est que ça sert à engraisser inutilement le système des banques privées. On est d'accord là-dessus. Et donc, dans l'avenir en commun, il y a le financement directement de la dette publique des États par la BCE. Et pour y parvenir, il y a quoi? Il y a la stratégie plan A, plan B. Et c'est pour ça que je vous renvoie à cet article. C'est parce que c'est dans cet article-là que je l'explique de manière détaillée. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ou... Moi j'aime bien dire qu'il n'y a pas de conclusion parce que le combat continue. Un petit moment pour Michael. On peut s'applaudir.